Euh, alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Midi Interaction. C'est le deuxième de notre série de 4 Midi Interaction du printemps. Je m'appelle Dorothée de Colasson. Je travaille dans l'équipe des mobilisations de connaissances du Centre Interaction et je vais être accompagnée de Marianne Lezeau qui va être votre animatrice et qui va aussi faire la modération aujourd'hui. Alors, quelques petits mots pour présenter le Centre Interaction avant de commencer. Interaction, c'est un centre de recherche qui existe depuis 2001 et qui étudie les configurations et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et aussi le secteur public. On travaille à accompagner aussi les transformations de ces réseaux dans plusieurs domaines. Et les travaux de recherche du centre sont effectués dans une perspective intersectorielle, au carrefour des institutions publiques, des milieux de vie. Voilà. Le rapprochement entre la recherche et les milieux de pratique, c'est vraiment une des priorités du centre pour améliorer les espaces de dialogue et de collaboration, notamment entre, comme je le disais, entre le secteur public et le secteur communautaire. Les projets de recherche ont aussi pour objectif de contribuer à développer des pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et la pleine participation des citoyens et des citoyennes. Alors, juste un tout petit Je- bref mot je- sur les médias interactions. Les médias interactions, c'est un espace pour échanger avec les partenaires et approfondir sur les retombées de nos projets. C'est un espace de réflexion collective sur les pratiques transformationnelles. Et aujourd'hui, on reçoit Nassera Touati et Isabelle Ruellan qui vont nous présenter les résultats de leur recherche sur les effets du déploiement du modèle Air ouverte. Avant de les présenter et de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous dire quelques mots sur la programmation à venir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez le temps et ou le goût. Le 29 mai, on accueille Marjorie Desormeaux-Moreau et Noé Carrière qui vont nous parler du rôle des bénévoles autistes d'autisme soutien dans la transformation des services et des savoirs sur l'autisme. Et le 19 juin, à la même heure, on accueille Laurence Twindibi et Mouad Boussekri sur Priorité Jeunesse. Alors, je pense que Dorothée va envoyer les liens dans le chat. C'est aussi sur la page Eventbrite. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre et ou au LinkedIn si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, ce midi, on va avoir une présentation des résultats de la recherche de Nassera Oui, on Touati et espère que Isabelle vous Ruellan. Et oui, on espère que vous rejoignez nombreuses et nombreux notre page LinkedIn qui est en pleine renaissance et sur laquelle on va poster plein de contenus super intéressants. Donc, pour ce midi, on a une présentation de Nassera Touati, professeure à l'École nationale d'administration publique, qui est aussi directrice formation et recherche et directrice scientifique de l'équipe Regard. Nassera, je vais dire quelques mots à ton sujet et après je vais te laisser la balle pour présenter Regard. Donc, durant les dernières années, Nassera a développé des projets de recherche qui s'intéressent aux actions intersectorielles, impliquant autres secteurs de l'action publique tels que l'éducation, l'employabilité, et dans le cadre d'études qui portent sur des problématiques sociales complexes telles que l'accueil des migrants, la violence conjugale ou l'itinérance. Depuis 2018, elle est directrice scientifique de l'équipe Regard, équipe de recherche sur la gouvernance et l'articulation de réseaux de solidarité. Je pense que le mieux, Nassera, c'est que je te donne la parole tout de suite pour présenter en quelques mots Regard. En fait, je vais être très brève parce que tu as déjà dit l'essentiel, Dorothée. L'équipe Regard, c'est une équipe en partenariat qui implique plusieurs chercheurs de différentes disciplines et qui sont issus de différentes universités. Donc, on a des chercheurs de l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'ENAP, et l'Université de Montréal. Et on travaille beaucoup avec les partenaires du milieu municipal, communautaire et socio-sanitaire autour d'un seul objet d'étude qui est l'action intersectorielle locale. Et en fait, ça nous permet en fait de traiter plusieurs problématiques sociales complexes, comme tu l'as dit, Dorothée. Et nos gros questionnements de recherche, en gros, c'est comment évoluent les réseaux face à l'évolution des institutions, face à l'introduction des réformes dans des contextes de crise aussi, comment ces réseaux s'adaptent. Quelle est leur capacité d'innovation? On s'intéresse aussi à la gouvernance, c'est-à-dire à la coordination entre les différents acteurs, y compris avec les citoyens. Et enfin, on regarde aussi les retombées de l'accent en réseau pour différents groupes de population. Ça résume en gros la programmation et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Regard.
Merci beaucoup, Nacera. Et donc, Nacera va faire la présentation avec Isabelle Ruellan, qui est professeure à l'école de travail social à l'Université du Québec à Montréal, chercheuse pour le Centre de recherche Interaction, l'équipe Regard et l'équipe Erasme, et pour le Centre de recherche sur les innovations sociales. Ces recherches portent sur l'analyse de pratiques d'intervention collective et des réseaux de collaboration intersectorielle dans une perspective de réduction des inégalités de pouvoir. Elle s'intéresse plus particulièrement aux enjeux de démocratisation de l'action intersectorielle et aux pratiques citoyennes en santé de proximité. Elle développe un programme de recherche comparatif ancré empiriquement en menant des projets partenariaux dans une variété de territoires urbains défavorisés du Brésil au Canada et du Danemark. Et donc, on aura aussi avec nous Maria pour une perspective plus terrain. On est accompagné donc de Maria Noun, chef d'administration de programme Air Ouverte et au SUS du nord de l'île de Montréal. Elle détient un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en diététique et nutrition et elle est également titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'Université de Montréal. Et donc, je vais leur laisser la parole tout de suite et ensuite de ça, on aura un temps d'échange et de discussion. Voilà. Bah, bon midi interaction à vous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Marianne et Dorothée, pour toutes ces présentations. Alors, c'est moi qui va casser la glace avec la présentation d'aujourd'hui. On est vraiment très ravis de pouvoir discuter avec vous autour de cet immense projet de recherche qui a été porté par la chercheuse principale, Lourdes Rodriguez del Bairro. Puis on est plusieurs à avoir contribué à ce qu'on va vous partager aujourd'hui, à tirer les ficelles d'une énorme recherche qui a duré depuis 2018. Alors, ça me fait, je vois des visages, là, je suis très ravie. Puis je pense que depuis 2018, il y a beaucoup d'initiatives à travers le Québec qui ont émergé, qui ont pris forme, qui vont pouvoir enrichir le dialogue qu'on va avoir après la présentation. Puis c'est ce qui rend ces moments-là, bien qu'ils soient virtuels, là, très, très riches. Alors, on va essayer d'être brève et concise pour rendre compte d'une dimension là, de ce vaste projet de recherche à partir d'un angle en particulier qui a inspiré la rédaction d'un article dont je crois vous avez pu avoir connaissance, là, qui était diffusé en même temps que la publicité pour cette rencontre-là, que je vous invite fortement à lire. Alors, donc, je vais projeter la PowerPoint. Donc, attendez, il faut que je le mette en plein écran, la petite minute technique qui nous donne froid dans le dos. Voilà, tout va bien, vous voyez bien, vous m'entendez bien? Petit hochement de tête, équipe. Merci, Delphin. Alors, nous, aujourd'hui, on va vous parler d'un angle en particulier en lien avec ce grand projet qui est le modèle Air Ouverte, pour cibler vraiment une question, quel changement de pratique effectif au niveau des pratiques professionnelles. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une équipe, là, on va faire l'économie de nommer l'ensemble des chercheurs, mais je vois aujourd'hui ici Isabelle Courcy, Marie-Jeanne Blain, Maria qui joue un rôle actuellement, Lourdes qui est présente avec nous. On est vraiment très, très nombreux dans cette équipe. Vous mentionnez peut-être d'entrée de jeu pour mettre en contexte mon rôle, moi, dans la présentation d'aujourd'hui, ça va être mettre en contexte, situer un peu aussi la démarche de recherche dans son cadre d'analyse et méthodologique. Et Nacera va vraiment plonger dans le vif du sujet avec les résultats puis les constats qui ressortent de notre démarche. Donc, comme je le disais, Air Ouverte, c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore entendu parler de ça, puis c'est bienvenue dans cette rencontre là, pour être introduit à ce nouveau modèle de service pour les jeunes. Je vais en dire un mot pour vous. Donc, on s'inscrit dans une mouvance là, qui a déjà plusieurs dizaines d'années qui proposait vraiment un changement de paradigme, de partir des besoins des personnes pour favoriser et évoluer faire évoluer l'offre de services et de santé en misant sur le parcours de santé et de vie des jeunes, plus spécifiquement là, de jeunes qu'on voit de 12 à 25 ans. Cette mouvance-là, elle est internationale, donc on s'inscrit avec Air Ouverte au Québec dans une transformation qui est à l'échelle de l'Occident. Je vous énumère ici quelques-unes des initiatives là, qui s'inscrivent dans ce même paradigme, mais il y en a certains qui vont parler de changement de paradigme, Headspace, la Foundry en Colombie-Britannique, là, vous avez les énumérations, et Air Ouverte dans la province de Québec fait partie de ce grand changement d'approche de service. Qu'est-ce que ce changement-là? Rapidement, donc le réseau de services intégrés destiné aux jeunes
dans la perspective de ce qui s'est développé au Québec, c'est vraiment d'impliquer des jeunes et des familles à chaque étape, le plus possible, la définition de l'organisation des services. C'était un peu l'intention générale. Après, évidemment, ça se heurte à plusieurs défis. Une stratégie globale pour adapter ces services-là et mieux rejoindre les besoins des personnes jeunes, là, 12 à 25 ans, éloignées ou qui, normalement, ne vont pas vers les services, donc d'aller vers eux. Un lieu aussi, une dispensation de services qui est à leur image avec des modalités d'accès de services plus adaptées à leurs besoins, de faire des liens aussi avec le milieu. Donc, on veut construire un réseau de collaboration, travailler autrement avec le milieu communautaire, le milieu scolaire, même d'autres partenaires locaux, s'ancrer dans la communauté, autour de pratiques axées vraiment sur la reconnaissance des besoins et des projets de vie des jeunes. Donc, la recherche qui a eu lieu au nord de l'île de Montréal et dont mes collègues pourraient mieux parler que moi, là, mais quand même vous situer un peu l'ampleur du projet qui a débuté en 2018, comme je le disais, c'est 6 volets de recherche, hein, le projet dans lequel on s'inscrit. Un volet de co-construction qui ciblait vraiment le dialogue avec la communauté, les jeunes, les familles. Le volet processus d'implantation et évolution du réseau. Donc, on documente le processus d'implantation du service aire ouverte au nord de l'île, ainsi que les réseaux de collaboration intersectoriels qui sont mis en œuvre. La recherche puis les résultats qu'on va vous parler aujourd'hui s'inscrivent dans ce volet 2-là, qui était porté par Nacera et moi, et évidemment dans le grand parapluie porté par Madame Rodriguez. Il y a d'autres volets aussi, comme vous pouvez le voir dans la diapo, sur les effets d'aire ouverte dans la trajectoire de vie et de service des jeunes, porté par Marie-Jeanne, Isabelle Courcy, plein d'acteurs impliqués aux différents volets. Il y a un volet indicateur de l'utilisation des services aire ouverte et finalement transférabilité et mise à l'échelle. Parce que la singularité du projet au nord de l'île, c'est qu'il faisait partie d'une des 3 expériences phares, pilotes, qui pourra ou duquel on aurait pu, on a été orienté pour implanter les autres aires ouvertes qui se sont déployées au Québec, dans la province, dans les années qui ont suivi. Alors voilà, pour situer un peu dans le contexte de la recherche. La question de recherche auquel on cherche à répondre, on cherchait à répondre avec le volet 2, mais plus spécifiquement avec l'article, puis la réflexion qu'on veut avoir avec vous aujourd'hui, c'est de questionner quels sont les changements de pratique à la fois professionnels, interprofessionnels et organisationnels qui découlent de la mise en œuvre du modèle aire ouverte tel que perçu par les professionnels et les gestionnaires impliqués tout au long de ces années qu'on a observées. Pour plonger dans la réponse à cette question, on a utilisé un cadre d'analyse qui est assez connu de la théorie de l'activité culturelle et historique. Pourquoi? Pour inscrire les pratiques à l'étude, l'activité menée par les professionnels et les gestionnaires dans un système plus large, puis embrasser une complexité et aussi une dimension interactive qui prend en compte les différentes positionnalités et postures des acteurs dans un système plus large. Alors, ce système d'action, comme on le voit illustré dans le triangle dans la diapo devant vous, est composé de 6 dimensions qu'on met en dialogue et en interaction dans les résultats qu'on va vous présenter. Le sujet, évidemment, le professionnel, l'acteur qui porte l'activité de professionnel dans le cadre aire ouverte, son objet d'action, donc les résultats souhaités ou qu'est-ce qu'il va vraiment vouloir faire avec son activité, les outils qu'il va mobiliser à la fois matériels et conceptuels, donc on peut penser à la fois à un guide de pratique ou un ordinateur pour mener cette pratique-là, avec qui il va se mettre en relation dans la réalisation de son activité de travail professionnel, que ce soit ses pairs, le milieu communautaire dans le cas d'aire ouverte, et aussi les relations qu'il va tisser pour mettre en œuvre sa pratique. Les règles que ces acteurs-là vont se donner entre eux, des normes de pratique et la division du travail dans lequel tout ce beau monde-là va s'inscrire. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, pour terminer, c'est qu'on peut cibler les nœuds, hein, comme on le voit dans l'illustration du triangle. Donc, c'est-à-dire comment, pour que la pratique se déploie, on voit peut-être une tension ou une relation entre le sujet et ses outils, entre les règles et tout ça. Et puis, c'est ces nœuds-là qu'on va essayer de chercher à expliciter dans les résultats qu'on va vous présenter. Rapidement, dernière diapo en ce qui me concerne,
L'approche méthodologique, bien, on est dans une perspective qualitative, d'une trentaine, 39 entretiens individuels réalisés avec les gestionnaires et professionnels du réseau public entre 2018 et 2021. Des observations en situation, des réunions de travail, des lieux de rencontre avec le milieu communautaire et les jeunes, tels que les laboratoires d'innovation, qui étaient vraiment une perspective, une particularité du modèle aire ouverte développé au nord de l'île, et une analyse des données avec une belle équipe tricotée serrée, composée de Maximilien qui est là aujourd'hui, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, Isabelle Courcy, Nacera, Lourdes et bien d'autres que j'oublie pour coder et trianguler les données recueillies. Donc, Nacera, la parole est à toi. Merci Isabelle. En fait, je vais survoler certains résultats. Il faut vous rappeler que ces résultats seront circonscrits dans le temps parce que peut-être les choses ont évolué depuis la fin de l'étude. Donc, il faut relativiser. Donc, je vais commencer par l'objet. En fait, ce qu'on voit dans nos données, c'est que les acteurs ont vraiment intériorisé le changement de paradigme. Dans leurs discours, on retrouve tous, dans tous les discours, une insistance sur l'importance de répondre aux besoins des jeunes en mettant l'emphase sur l'expérience vécue des jeunes et donc moins sur le diagnostic. En fait, on retrouve aussi dans leur discours l'importance d'agir rapidement pour répondre à ces besoins et ils insistent tous sur l'importance, en fait, d'offrir un filet de sécurité aux jeunes en attendant que leurs besoins soient répondus par d'autres ressources du réseau. Et donc, dans les discours de différents professionnels, on trouve aussi l'importance de réorienter en fait le jeune, de ne pas le laisser coller à aire ouverte. Cela dit, ils insistent aussi sur l'importance d'accompagner le jeune dans son cheminement dans le réseau. Alors, pour beaucoup, ça représente un changement drastique dans la façon de concevoir la finalité de l'action. Le prochain. Donc, pour ce qui est de la conception, en fait, de leur rôle, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les intervenants se voient d'abord comme membres d'une équipe, hein. Donc, ils insistent tous sur, en fait, les compétences communes qui sont associées à l'intervention psychosociale de proximité. Donc, ils s'identifient moins à leur discipline d'origine. Et cette orientation, donc, qui est très axée sur, en fait, l'intervention psychosociale, fait en sorte que le développement de certaines compétences spécifiques en dehors de ce domaine est peut-être un peu plus difficile pour certains intervenants. Certains intervenants peuvent se sentir plus isolés au sein de l'équipe aire ouverte parce qu'ils ont moins d'opportunités, par exemple, pour valider avec les membres de l'équipe leurs décisions cliniques. Ils doivent se trouver d'autres espaces de concertation et l'extrait de verbatim qu'on a mis ici illustre cet enjeu-là. En lien aussi avec l'objet de l'intervention, en fait, ce qu'on a pu constater comme changement, c'est des changements importants au niveau des outils utilisés, notamment en ce qui concerne, par exemple, les espaces physiques, hein. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts pour déployer, en fait, des espaces qui sont beaucoup plus ouverts pour que les jeunes se sentent bien accueillis. Les intervenants peuvent aussi utiliser des technologies de l'information qu'ils n'ont pas l'opportunité d'utiliser dans d'autres programmes. Donc, ce sont des technologies qui permettent en fait de rentrer en interaction avec les jeunes, comme les textos, etc. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que ces outils facilitent vraiment le travail d'équipe. Par exemple, la conception des espaces permet une certaine fluidité de la communication et les intervenants ont aussi développé plein d'autres outils pour améliorer la coordination, par exemple des stations visuelles pour faciliter la coordination, ou ils ont revu le système de prise de notes justement pour documenter l'évolution des besoins pour orienter les interventions des différents membres de l'équipe. Toujours en lien avec justement la finalité de l'action, ce qu'on a pu aussi constater dans nos analyses, c'est que bien sûr au sein de l'équipe, en fait, il y a beaucoup de collaboration interprofessionnelle, mais ça c'est pas quelque chose de nouveau dans le réseau. On trouve les mêmes dynamiques dans les autres programmes, mais ce qui est intéressant dans le cadre de Aire ouverte, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités de co-intervention. Ça veut pas dire que c'est une approche qui est très mise en œuvre, mais il y a cette possibilité et pour plusieurs intervenants, c'est
quand même quelque chose de très novateur. Ce qu'on constate aussi dans le cas du modèle Air Ouverte, c'est qu'il y a beaucoup de collaboration avec des acteurs d'autres secteurs, comme le secteur communautaire, mais aussi le secteur scolaire. Et donc, ces intervenants travaillent vraiment ensemble pour mieux répondre aux besoins des jeunes. En lien avec ça, on constate aussi une grande flexibilité dans le partage des dossiers et c'est cohérent avec l'identité professionnelle en fait des intervenants. Le partage des dossiers ne se fait pas, par exemple, en fonction de la profession de l'intervenant, mais c'est beaucoup en fonction du sentiment de confort des intervenants par rapport à leur capacité de répondre aux besoins des jeunes. On voit aussi qu'il y a une grande flexibilité au niveau du partage des responsabilités transversales, comme par exemple le développement des partenariats. Cela dit, ça peut donner lieu à des effets pervers parce que quand tout le monde est responsable, eh ben, ça finit parfois que personne n'est responsable. On constate aussi dans nos analyses des changements quand même significatifs au niveau des règles qui sont en usage dans le cadre du modèle Air Ouverte. Donc, ça se traduit par une plus grande flexibilité dans les modes opératoires. Par exemple, les jeunes ont la possibilité de choisir leur intervenant, de choisir le lieu d'intervention. Les intervenants ne sont pas obligés de fermer les dossiers au bout d'un certain temps. Et donc, et c'est très apprécié par les intervenants, mais plusieurs, en fait, considèrent que ces changements sont quand même fragiles. Ils sont conscients que si on change, par exemple, la reddition de compte, ça peut justement nuire à cette flexibilité. Du point de vue du milieu communautaire, en fait, cette flexibilité des modes opératoires fait beaucoup de sens. Ça fait partie d'ailleurs de l'ADN des façons de fonctionner du milieu communautaire. Par contre, ils sont plutôt critiques par rapport à la plus-value qui est amenée justement par Air Ouverte parce qu'ils considèrent que si le milieu communautaire le fait très bien, pourquoi ne pas le soutenir plutôt que d'imiter cette approche-là? Pour ce qui est de la communauté, nos analyses démontrent aussi qu'il y a eu des avancées significatives en termes d'implication de différents acteurs autour des besoins des jeunes, notamment avec le milieu scolaire, surtout le secondaire et les cégeps, avec le milieu communautaire. Donc ça, c'est quand même positif. Par contre, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a peut-être des enjeux de collaboration entre les niveaux de soins et des enjeux d'accès à certains services pour les jeunes, par exemple des services médicaux de première ligne, des services donc de médecins de famille, mais aussi des services spécialisés en santé mentale. Et cet état de fait en sorte que, encore une fois, certains organismes communautaires ne voient pas la plus-value apportée par Air Ouverte parce que, en fait, au départ, ils avaient beaucoup d'attentes par rapport à l'amélioration de l'accessibilité à ces services et dans l'état des lieux, enfin, ils considèrent que c'est pas vraiment possible. Donc, ça les fait hésiter et certains réfèrent moins justement à Air Ouverte pour ces raisons-là. Ce qu'on a pu aussi constater, c'est des avancées au niveau de la participation des jeunes. C'est notamment grâce justement au leadership du ministère qui a beaucoup insisté là-dessus. En fait, la participation des jeunes dans l'étude qu'on a réalisée s'inscrit beaucoup dans un comité donc des jeunes qui est très ouvert et qui a en fait accueille beaucoup les jeunes. Et cette participation des jeunes a eu des retombées concrètes, notamment en termes d'influence sur la prise des décisions, par exemple pour les horaires d'ouverture, pour l'offre de services. Les jeunes ont aussi été impliqués pour évaluer certains projets qui sont plus porteurs et qui sont réalisés par les organismes communautaires. Cela étant, malgré ces retombées positives, on constate aussi certaines contraintes institutionnelles qui font que parfois certaines propositions des jeunes ne sont pas vraiment concrétisées, par exemple en ce qui concerne les médias sociaux, du moins c'était à l'époque. Et on constate aussi que les jeunes ne sont pas dans les structures de gouvernance à l'intérieur du SUS, donc ça limite aussi les retombées de la participation des jeunes. Alors, pour clore ce survol des résultats, on aimerait insister sur deux enjeux.
un enjeu qui consiste à mettre l'emphase sur la cohérence justement des différentes dimensions des changements de pratique. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être un problème d'alignement entre l'emphase qui est mise par les intervenants sur l'importance de réorienter les jeunes, hein, donc ils se voient vraiment comme un GPS, et l'importance aussi de répondre aux besoins des jeunes qui sont méfiants en fait envers le réseau public. Et le fait de le réorienter comme ça peut nuire au développement des liens de confiance. Il y a un problème aussi, peut-être aussi de cohérence entre les pratiques effectives de collaboration entre niveaux de soins. Donc, comme on l'a vu, il y a des problèmes de coordination avec les services spécialisés en santé mentale et les attentes du milieu communautaire en ce qui concerne la collaboration intersectorielle. Donc, ce sont des enjeux de cohérence sur lesquels il faut travailler. Et enfin, je me permettrai aussi d'insister sur les enjeux de pérennité, comme on l'a vu dans certains extraits, certains intervenants, en fait, sont soucieux de la fragilité des changements de pratique. Et ça donnera lieu peut-être à certaines conversations dans la partie échange. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et on est là pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Nassera et Isabelle, pour cette présentation très intéressante. Je vais laisser la parole à Maria, si tu veux réagir ou discuter. Oui, je vais réagir. Je prenais des notes en fait tout le long de la présentation. Je ne sais pas si vous voulez arrêter le partage d'écran pour qu'on se voit. Je crois que ça va être. Voilà. Je prenais des notes pendant la présentation pour avoir des petites idées de ce que je voulais dire. Donc, je vais m'inspirer de ce que j'ai écrit, puis je vais aller en improvisation. Donc, je vais juste ajouter pour les personnes qui ne connaissent pas Air Ouverte. Donc, en fait, il y avait 3 projets de démonstration qui ont vu le jour en 2018, comme l'a dit Nassera, je pense, ou Isabelle. Donc, en 2018, il y avait un à Laval, puis en 2019, il y avait Côte-Nord, puis nous, donc le 6 du nord de l'île de Montréal, qui était accompagné par le Centre Interaction pour un peu évaluer tout ça. On les appelle vraiment des projets de démonstration, pas des projets pilotes, parce que le ministère savait qu'il voulait justement faire des aires ouvertes, il voulait juste démontrer que ça fonctionnait bien et tout ça pour après enchaîner. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 28 aires ouvertes à travers le Québec. Il y en a 5 à Montréal et Nicolas Girard qui est là, qui est présent aujourd'hui, est aussi le gestionnaire d'aires ouvertes du Centre-Sud. Donc, on est vraiment content d'être arrivé à cette finalité après quelques années, ce qui prouve que ça marche et qu'on répond bien aux besoins des jeunes. Et on parle des jeunes de 12 à 25 ans, mais on parle aussi de leurs familles et de leurs proches. Euh, Par rapport à tout ce qui a été dit, ça reflète vraiment la réalité de ce que vivent les équipes. Puis en lisant l'article, il y avait des citations, puis je savais presque de qui il s'agissait dans l'équipe parce que c'est vrai que chacun a ses particularités. Euh, à un moment, vous avez dit que les intervenants sont très fiers de faire partie de l'équipe puis de faire les choses autrement. Puis c'est vraiment vrai. Chaque fois dans les réunions d'équipe, ils disent que nous, on est là pour faire les choses différemment. On est là pour agir rapidement, pour répondre aux besoins des jeunes. On veut créer un filet de sécurité autour des jeunes. C'est encore le discours qu'on entend donc, depuis votre recherche jusqu'à maintenant. C'est la même chose qu'on entend encore. Et ils sont fiers de faire partie de cette équipe. Euh, je voulais dire aussi par rapport au filet de sécurité, bien sûr, on parle autant à l'interne que quand on réfère vers nos partenaires communautaires. Je vais profiter pour faire le petit lien avec ce que vous avez dit par rapport à la réticence des organismes. C'est sûr que quand Air Ouverte a été créé, il y avait beaucoup d'attentes face à Air Ouverte. C'est là on va avoir toutes les solutions, puis on va amener le jeune là, il va être super dirigé, puis ça va bien aller. Mais en fait, c'est difficile parce que nous, quand Air Ouverte est créé, il faut qu'on crée tous nos corridors de services. Par exemple, un jeune arrive, il a besoin d'hormonothérapie. Il nous faut la personne qui va nous aider à prescrire l'hormonothérapie. Il nous faut la médecin qui va suivre. Il nous faut plein de choses. Puis là, ça se bâtit au fur et à mesure, dépendamment des besoins des jeunes qu'on récolte dans le milieu. Puis, c'est en constante évolution. Donc, c'est sûr que quand Air Ouverte est arrivé, ça a peut-être créé des petites je ne vais pas dire des tensions, mais en fait, il y avait des attentes, mais petit à petit, on essaye de répondre à ces attentes. Donc, chaque quelques mois, on crée un nouveau corridor de service. Chaque quelques mois, on voit un nouveau besoin, puis on essaye d'y répondre le plus possible pour justement rejoindre les jeunes, puis les aider. Et on s'aide aussi entre aires ouvertes. Donc, Nicolas, d'ailleurs, qui est ici, il m'aide à trouver à l'interne quelqu'un pour m'aider, genre on s'aide entre nous pour créer ce corridor de service, vu que ce n'est pas évident dans un réseau aussi large que le nôtre.
Par rapport à les professions des personnes, il y a des personnes, vous avez dit, qui se sentent un peu plus isolées. C'est vrai, puis je peux nommer c'est quelle profession au cas où on se pose des questions. C'est sûrement les infirmiers qui ont dit ça. Parce que toute l'équipe psychosociale, ils font sensiblement la même chose. Donc, ils vont tous accueillir les jeunes, dépendamment des différentes professions, donc soit sexologue, psychoéducateur, criminologue, TS ou technicien en éducation spécialisé. Ils vont tous accueillir les jeunes pendant un moment, évaluer les besoins, puis dépendamment de justement de la personne qui est plus à l'aise à suivre le jeune, ils vont se dispatcher les dossiers. L'infirmière à l'époque était un peu plus isolée parce qu'elle faisait juste de la santé sexuelle. Mais là, nos infirmiers commencent à faire aussi du psychosocial, donc ils sentent plus qu'ils font partie de l'équipe. Et ça, c'est quand même important qu'ils ne se sentent pas tous, ils se sentent pas isolés à faire autre chose que le reste. Donc ça, on est en train de l'arranger petit à petit. Puis une autre chose aussi qui a changé, c'est que après votre recherche, on a une coordo clinique. Donc en fait, il y a une personne qui a maintenant une charge clinique qui permet justement qui aide à cadrer tout ça. Il y a quelqu'un qui avait dit, ah, c'est difficile, des fois on peut s'y perdre, puis c'est pas toujours cadré. Là, il y a quelqu'un de responsable. Puis justement, dans la reddition de comptes qu'on fait au ministère, on nous demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu ce chapeau clinique, une spécialiste en activité clinique ou une coordonnatrice professionnelle pour cadrer l'équipe et justement éviter qu'il y ait des petites choses comme ça qui se perdent. Juste ajouter encore deux petites choses. L'espace de bureau collaboratif, donc vous avez dit que les intervenants communiquent entre eux, c'est super parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'être tous dans un même espace pour parler des choses parce que les jeunes arrivent avec toutes sortes de besoins. On n'est pas en train de parler d'un programme très, très circoncis. Tu sais, on ne sait pas le jeune va arriver puis il va avoir besoin de quoi. Donc là, le jeune arrive, c'est un peu une surprise. On lui parle, on évalue les besoins, puis les intervenants se retrouvent entre eux, ils parlent entre eux, puis ils voient comment ils peuvent aider ce jeune du mieux qu'ils peuvent. Les textos, avoir le numéro des personnels des intervenants, c'est tellement aidant. Les jeunes vont juste texter, répondre, discuter avec leur intervenant. Ça facilite la communication. Il n'y a pas de prise de rendez-vous compliquée. Sinon, oui, par rapport aux médias sociaux, c'est vrai que vous avez dit à un moment que les jeunes sont impliqués, mais des fois leurs demandes ne sont pas répondues parce que c'est difficile dans le réseau de la santé, c'est vrai. À un moment, on voulait Instagram, ça n'a pas marché, puis on voulait TikTok. Ensuite, TikTok a été, on ne pouvait plus l'utiliser dans le réseau de la santé, mais on est officiellement sur Instagram. Et d'autres aires ouvertes aussi. Donc, enfin, on a pu avoir accès à ça. Les aires ouvertes ont leur propre page Instagram. C'est, je crois, un des seuls programmes justement qui a officiellement sa page dans les CIUS. Les comités de jeunes, super importants, on les a encore une fois par mois. On a aussi des jeunes pères entraidants, c'est deux jeunes qui sont rémunérés, qui nous aident lorsqu'on fait des kiosques d'information dans les milieux des jeunes, parce que le but, c'est d'aller rejoindre les jeunes dans leur milieu. Donc, ils vont venir nous aider pour justement, c'est mieux que si moi, je vais parler aux jeunes. Eux, ils vont connaître le bon langage, ils vont bien dire les choses, puis ils vont pouvoir bien parler d'aires ouvertes et des partenaires communautaires, parce que le plus important, c'est le réseau de services intégrés jeunesse. Donc, nous, avec nos partenaires, et je pense que petit à petit, en tout cas, notre aire ouverte, puis je sais que les autres aussi, on fait notre place avec nos partenaires. Voilà, je ne sais pas si, je pense que j'ai assez commenté. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Maria. Est-ce que Nacera ou Isabelle voulaient réagir? Sinon, je vais ouvrir la parole à tout le monde pour des questions éventuelles. Peut-être, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de Oui. dire Maria. En fait, on nous a donné 15 minutes pour présenter, donc on a été plutôt bref, là. Mais merci d'avoir complété, Maria. J'aimerais juste aussi insister sur les efforts qui ont été déployés pour établir des corridors de services, notamment avec la première ligne médicale, hein. Il y a eu beaucoup d'efforts, notamment d'établir des corridors avec un GMFU. Oui. Donc, ça a été quand même une belle avancée, mais la demande excède l'offre, hein. Donc, il y a eu quand même aussi ensuite des efforts pour impliquer davantage, par exemple, les infirmières, etc. Oui, il y a eu des efforts. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des efforts, mais le constat est que la demande excède l'offre. Et c'est un problème qui ne peut pas être réglé dans le cadre d'un projet de démonstration. C'est un problème qu'on retrouve à l'échelle d'un système, hein. C'est lié notamment au statut des médecins, à plein d'autres choses. Donc, c'était difficile dans le cadre d'air ouvert de solutionner ce problème, mais il fallait quand même le nommer, quoi. C'est sûr.
Merci, Nasra. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour que tout le monde se sente à l'aise de parler.